Ouverture demain samedi à Yokohama au Japon de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prendront part à cette 5e édition qui a pour thème main dans la main avec une Afrique plus dynamique. En marge des travaux, le chef de l'État a participé aujourd'hui à la réception offerte par le Premier ministre japonais. Visite au Mali du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Suisse, Yves Rossier, confirme la reprise imminente de l'aide budgétaire avec les collectivités locales et le soutien au dialogue dans la préparation des futures élections. La coopération suisse avec notre pays qui s'illustre également avec la signature d'une convention de plus de 44 milliards de francs CFA. Et on parlera également littérature dans cette édition avec le lancement du livre intitulé « Le Mali entre doute et espoir », un ouvrage de 304 pages, œuvre de 11 auteurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ERTM. C'est ce samedi que s'ouvre à Yokohama, au Japon, la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que les autorités japonaises vont débattre 3 jours durant du thème main dans la main avec une Afrique plus dynamique. En marge des travaux, le président de la République a participé aujourd'hui à la réception de bienvenue offerte par le Premier ministre japonais et le maire de la ville de Yokohama. Envoyés spéciaux au Japon, Sidiki Dambélé, Idrissa Traoré. Yokohama, 150 km de Tokyo, 3,7 millions d'habitants. C'est cette ville japonaise qui abrite cette année la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Un rendez-vous de donner et de recevoir avec comme thème de cette édition main dans la main avec une Afrique plus dynamique. Dirigeants africains et japonais sont convaincus qu'ensemble, ils pourront aller vers une croissance mutuelle. C'est là tout l'enjeu de cette TICAD 5 qui développera des thématiques portant notamment sur l'économie durable, les dialogues avec le secteur privé comme moteur de développement, l'autonomisation des femmes, le renforcement de la construction de la paix. Ce dernier thème sera développé par le président de la République par intérim, professeur Dionkunda Traoré, qui parlera de l'expérience malienne en la matière. Le Mali qui attend beaucoup de cette rencontre internationale. Et aujourd'hui, nous venons là de manière à obtenir plus de soutien pour le plan de relèvement économique que nous avons proposé pour 2013 et 2014, mais aussi obtenir du Japon le même engagement qu'il avait avant la crise et en tenant compte aujourd'hui du contexte de reconstruction pour que, au-delà de 2013 et 2014, ce partenaire important soit à nos côtés pour consolider nos efforts de développement. Et cela est très très important. C'est très important parce qu'il s'agit d'avoir des partenaires crédibles, engagés et sincères dans leur action aux côtés de notre pays. En marge des travaux, le président de la République a participé à la réception des bienvenus offertes par le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Madame le maire de Yokohama, Fumiko Hayashi, au Royal Park Hotel. Occasion pour les chefs d'État africains présents et le gouvernement japonais de lancer déjà les prémices d'un dialogue qu'on espère mutuellement fructueux. La Suisse est avec le Mali dans tous les domaines d'activité possibles et partage la position des autorités nationales sur l'indivisibilité de notre pays. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères suisse s'est longuement entretenu ce matin avec le Premier ministre Diango Sissoko. Yves Rossier a également déclaré la reprise imminente de l'aide budgétaire avec les collectivités locales, le soutien au dialogue dans la préparation des futures élections. Nous écoutons le secrétaire d'État aux Affaires étrangères suisse. À sa sortie d'audience, il est au micro de Bourama Traoré. Nous avons passé en revue l'ensemble du travail que la Suisse fait avec le Mali et avec les Maliens. Vous savez que c'est un travail qui va de l'aide humanitaire à l'aide budgétaire, le travail avec l'État. Je crois que le plus important aujourd'hui, et puis c'était là aussi un des nombreux points sur lesquels nous partageons une même appréciation de la situation avec le Premier ministre, c'est l'importance d'un bon fonctionnement de l'État malien, l'État qui protège, qui rassure, qui reconstruit. C'est pour ça que nous travaillons, nous allons reprendre l'aide budgétaire sectorielle avec les collectivités locales. La Suisse est avec le Mali dans tous les domaines de l'activité possible. Nous avons une analyse de la situation, particulièrement aujourd'hui, qui concorde totalement avec le Premier ministre, l'importance des élections, l'importance de l'intégrité territoriale du Mali,
de la démocratie, d'un État libre qui est prospère, et puis enfin d'un État où chaque population, chaque collectivité a sa place. La Suisse est une amie du Mali, est une amie des Maliens, et elle va maintenir cet engagement et puis l'accroître encore à l'avenir. Justement, à l'issue d'une session de 2 jours sur le programme d'appui aux communes urbaines du Mali, une signature de convention entre la coopération suisse et le Mali vient d'être établie. Le coût budgétaire de ce financement s'élève à plus de 44 milliards de francs CFA. Ce programme, qui intervient dans des domaines comme la santé ou l'éducation, couvre les communes urbaines de Bamako, Kay, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Koutiala. Reportage de Garibou Pérou. Plus de 44 milliards et demi de francs CFA, c'est l'appui apporté au Mali par le Conseil fédéral suisse à travers la direction du développement de la Banque mondiale. Dans cet accord signé entre la partie suisse et malienne, la Banque mondiale intervient à hauteur de 35 milliards de francs CFA et la Suisse 9,6 milliards de francs CFA. Ce financement procède à la mise en œuvre du programme d'appui aux communes urbaines du Mali. Il est la volonté et l'engagement de la Suisse à accompagner les efforts du gouvernement malien dans ses actions de réforme de l'État. Cette décentralisation est très importante parce que c'est seulement en décentralisant que vous permettez à toute la diversité d'un pays de se donner la place de se réaliser. Il faut cette marge de manœuvre, il faut cette capacité d'action, il faut aussi cette écoute. Et alors vous aurez fait ce Mali que vous attendez, que nous attendons aussi. C'est pourquoi nous avons signé cet accord. Ce programme touche l'axe majeur de la stratégie de développement socio-économique du Mali. On peut déjà ainsi affirmer, et sans risque de se tromper, que le programme national d'appui aux collectivités territoriales a eu un partenaire privilégié. Ce programme, vous l'avez dit, il vise l'amélioration de l'accès des populations des villes aux services sociaux de base, à savoir l'éducation, la santé, l'eau, les marchés, etc. Ces différentes composantes permettent d'améliorer les capacités de gestion des conseils communaux et du district de Bamako et de renforcer les capacités de fourniture efficace des services locaux. Ce programme couvre 7 communes, parmi lesquelles la commune urbaine de Koutiala et de Tombouctou. Le démarrage effectif des travaux de ce programme est prévu très prochainement. Il présente plusieurs composantes, entre autres l'amélioration, le renforcement, le suivi et évaluation des activités des communes urbaines du Mali. La coopération entre le Mali et la Suisse est très ancienne. Elle est fondée sur l'amitié et le respect concomitant. Mon objectif est de venir à Tombouctou pour montrer que la Suisse reste aux côtés du Mali, comme elle l'a toujours été, particulièrement en période difficile. C'était déclaré le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Suisse en visite sur le terrain à Tombouctou. Yves Rossier et sa délégation ont visité la mosquée de Djingaré-Ber, les mausolées détruits et l'Institut Ahmed Baba. La Suisse s'est engagée pour la construction de ces mausolées. ORTM Tombouctou, Adama Djimde. En foulant le sol de Tombouctou, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Suisse avait 2 préoccupations majeures. Montrer à la face du monde que son pays restera aux côtés du Mali, comme elle a toujours fait, même en période de crise. Le second motif est lié à la reconstruction de la cité des 333 saints et la reprise de l'administration. Il y a le travail que nous faisons avec les gens d'ici, avec le gouverneur, avec le maire, avec le directeur de l'académie, parce que nous avons privilégié, après avoir parlé avec eux, la reconstruction. La reconstruction, ça veut dire la reconstruction d'abord des services de l'État, parce que l'État doit être au service des citoyens et de tous ces citoyens. Il faut reconstruire ce Mali uni. Et puis pour ça, nous devons soutenir le gouverneur et le maire dans leurs efforts. Et deuxièmement, à cause de l'éducation. Cet engagement de la Suisse pour le Mali démontre l'exemplarité des relations entre nos 2 pays. Le Mali et la Suisse ont d'excellentes relations qui sont basées sur la confiance, qui sont basées sur l'amitié et qui sont basées sur la solidarité. Vous venez de voir la visite du secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui ne s'est pas contenté de rencontrer les autorités à Bamako, qui a voulu se déplacer à Tombouctou pour toucher du doigt la réalité. Le secrétaire d'État et la quinzaine de membres de sa délégation ont visité les mausolées détruits par les terroristes et la grande mosquée de Djingaré-Ber qui a séduit plus d'un. C'est la première fois que j'ai la chance de venir à Tombouctou et ayant moi-même fait des études d'arabe et d'islamologie, j'ai vivement souhaité venir avec le maire visiter l'extérieur de la mosquée. J'en suis très heureuse, c'est un grand monument, c'est une architecture magnifique dont les habitants de Tombouctou peuvent être fiers et tous les Maliens peuvent être fiers. À l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba, la mission a pu constater la destruction de plus de 4000 manuscrits.
Là, seule la solidarité internationale pourra aider à repenser la blessure. Nous allons aussi nous engager pour la reconstitution et la préservation des manuscrits. Là, je crois que c'est autre chose, parce que là, on parle d'un patrimoine culturel et historique qui n'est pas seulement du Mali. Ça, c'est un patrimoine de toute l'humanité. Avant de s'envoler, ces hautes personnalités ont eu une séance de travail avec le personnel du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Carnet bien rempli donc pour Yves Rossi en visite dans notre pays. 9 milliards de francs CFA, c'est le coût de la réalisation du chantier de la Corniche ici à Bamako, un chantier que le ministre des Équipements et des Transports a visité hier après-midi pour constater l'état d'avancement des travaux. Le déroulement est jugé satisfaisant. Alousseni Touré. Première étape, le chantier dit de la Corniche. Il est composé de la portion du boulevard du 22 octobre, longue de 770 mètres, en 3 fois 3 voies. Celle de l'avenue du 5 septembre aboutissant à l'échangeur multiple est longue de 550 mètres en 2 fois 2 voies. Celle de la Corniche de loin la plus longue, totalisant à elle seule 1320 mètres en 2 fois 2 voies. La voie de la cité ministérielle, longue de 550 mètres, linéaire, et la voie est-ouest sur 660 mètres allant de la Bessiao à Malitel. Ce projet a coûté environ 9 milliards de francs CFA et est financé par la BOAD à hauteur de 84%, le reste étant pris en charge par l'État malien. Ces travaux de voirie, c'est surtout l'assainissement et le bébé qui compte, c'est-à-dire que le béton bitumen qui coûte cher. Donc les travaux qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle les travaux ingrats. Et compte tenu aussi qu'on a eu un temps fou pour que les concessionnaires puissent se débarrasser des voies, ça fait que c'est pour le moment le taux d'avancement en termes de, si on peut parler en termes de chiffres, n'est pas assez intéressant. Mais en termes de quantité de travaux, c'est le plus dur qui est fait. Et le reste maintenant, ce n'est qu'une question de un mois au plus et vous allez voir du noir à Bamako ici. La deuxième étape de la visite a concerné le projet d'aménagement des rues 239 et 446 de l'Afiabougou. Ici, les travaux sont à 43% d'exécution pour seulement 3 semaines, alors que le chantier est prévu pour s'achever en 4 mois. Coût total du projet, 237 millions exécutés par l'entreprise Cetru. On constate fort heureusement que les chantiers se déroulent normalement. On est en train d'accélérer, on voit que le tempo s'est amélioré considérablement. Et par rapport à ce chantier qui est un chantier nouveau, d'ailleurs, on constate fort heureusement qu'on est même en avance. 2 facteurs sont cités dans la justification du ralentissement des travaux, le déplacement des réseaux eau, électricité et autres fibres optiques et la saison des pluies. Élection de juillet 2013, campagne de sensibilisation d'information avant le jour J pour permettre à chaque Malien d'accomplir son devoir civique dans les conditions souhaitées. Pour atteindre cet objectif, ce sont les communicateurs traditionnels qui sont sollicités. Les membres du Récotrad étaient en effet réunis ce matin à la Maison de la Presse pour s'informer sur la carte Nina. Mohamed Diarra. Les communicateurs traditionnels sont à l'école pour se former à une meilleure distribution des cartes Nina, l'unique document qui donne droit au vote aux citoyens maliens. C'est à l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement. 2 experts du département de l'administration territoriale ont consacré une journée pour expliquer aux communicateurs traditionnels le choix de la carte Nina, ses avantages et les conditions de remise à l'électeur. Le but est d'informer et de sensibiliser les membres du Récotrad afin qu'ils s'impliquent davantage dans la campagne de sensibilisation. Pourquoi on a mis le communicateur traditionnel vraiment devant cette mission? Parce que nous savons que les médias modernes sont incontournables aujourd'hui. En plus de l'apport de tout ce que peut être fait par la télé, la radio et autres, nous pensons que les créneaux qui sont encore visités dans nos sociétés soient mis en œuvre, soient redynamisés, afin que le griot, le Nyamakala en général, puisse véhiculer le message que nous souhaitons. Conscients de l'enjeu des échéances à venir, les communicateurs traditionnels ont promis de jouer pleinement leur rôle, afin que les consultations électorales de 2013 soient une réussite totale. Nous sommes dans notre rôle régalien.
tout ce qui intéresse la vie de la nation, au Mali ici en particulier, et en cette période exceptionnelle qui est les élections présidentielles, le recomptage est au début et à la fin. Avec toutes les sensibilités du Mali, inviter le peuple malien, tous ceux qui ont un âge de voter et qui ont le droit de voter, d'aller retirer leur carte Nina. Une des préoccupations des uns et des autres demeure l'augmentation du taux de participation à ces élections. La Fondation nationale pour la démocratie des États-Unis, à travers l'ONG EFFDD, appuie les femmes de Kidal à hauteur de 14 millions de francs CFA pour leur émergence politique. Cette ONG s'implique également dans l'éducation et la formation des femmes. Fatoumata Kone. À l'orée des élections présidentielles, la Fondation nationale pour la démocratie des États-Unis d'Amérique encourage les femmes leaders de la région de Kidal à participer pleinement à la vie politique du Mali. Pour ce faire, l'organisation vient de financer le projet d'appui à l'émergence politique des femmes de la région de Kidal à travers l'ONG EFAD. D'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA, ce projet permettra de renforcer les capacités des femmes élues et leaders sur la scène politique. L'exécution du présent projet permettra aux femmes d'être bien outillées dans le cadre de l'animation de la vie politique, car l'histoire est marquée par plusieurs exemples de manifestations, d'actions de femmes ayant influencé positivement la décision de l'autorité politique. Le problème de représentativité des femmes se pose avec acuité à tous les niveaux. Et les femmes de Kidal ne sont représentées que dans les municipalités. Elles sont 7 conseillères sur 113 conseillers municipaux de la région. Pour rehausser ce tableau sombre, la formation des femmes reste indispensable. Cet objectif s'articulera autour des actions suivantes. L'implication des femmes dans le processus électoral et démocratique de notre pays. L'implication des femmes dans le processus de résolution des crises au niveau national et international. La maîtrise des textes relatifs à la démocratie et la loi électorale. Renforcer les capacités des femmes sur les thèmes suivants. La résolution des conflits, le rôle de la femme et la réconciliation post-conflit. Le projet d'appui à l'émergence politique des femmes concerne les femmes leaders de Kidal et de Tessalit. Il devra être exécuté dans les mois à venir. En 4e région, la région de Ségou sera fin prête pour les élections générales de 2013. L'annonce a été faite par le gouverneur Thierno Boubacar Cissé lors d'une rencontre avec les membres d'organisation des élections. Au cours de cette réunion, l'état des préparatifs du scrutin du 28 juillet a été jugé satisfaisant. Ségou, le point avec Dougou Fana Traoré. Le rythme imprimé aux préparatifs des élections générales et législatives va bien en 4e région. La presque totalité des préalables sont exécutés à la satisfaction des autorités régionales. Cette année, la région de Ségou dispose d'un peu moins d'1 million d'électeurs avec 3192 bureaux de vote répartis entre les cercles de Bariwili, Bla, Massina, Nyonon, San, Ségou et Tomia. Information de taille. Ce qui a été sur ta carte n'est pas en conformité avec la réalité. Je vous avais dit. Malgré tout, tu prends la carte. Tu iras avec la carte où il y a des erreurs. Disons, les réclamations que tu as eu à faire, elles sont très importantes. Parce qu'elles vont remonter non seulement au niveau du centre de traitement pour une correction future, mais également au niveau de la DGE pour qu'on la renvoie au niveau des bureaux de vote. Là où tu vas voter, tu auras tes renseignements là-bas. Pour que tu n'aies pas de problème avec les agents des bureaux de vote. La carte Nina reste le document incontournable pour ces élections générales de 2013, même s'il est recommandé que son acquisition soit individuelle et personnelle. Il est dit aussi cette année que le chef de famille, détenteur d'un carnet de famille délivré par le maire de commune, peut enlever la carte Nina des autres membres de sa famille. Aussi, la procuration n'est délivrée qu'aux militaires au front, aux délégués de la CENI et aux agents électoraux. Après avoir visité l'ensemble des cercles, je peux confirmer aujourd'hui que la région de Ségou est prête pour, disons, les élections présidentielles de 2013, surtout en ce qui concerne la date du 28 juillet 2013. Nous avons tenu aussi à essayer à voir comment faire en sorte qu'on puisse mobiliser non seulement les électeurs, mais l'ensemble de la population autour des élections présidentielles. Il est à signaler qu'une procuration n'est valable que lorsqu'elle est signée par le sous-préfet ou le gouverneur du district de Bamako. À Ségou, 2250 villages sont retenus pour ces élections générales.
Voilà, à présent, c'est quelques communiqués avant de boucler la page consacrée aux élections en images. Le gouverneur du district de Bamako invite tous les postulants aux opérations de remise de la carte Nina dans le territoire du district de bien vouloir consulter au gouvernorat à l'ACI 2000 la liste des répartitions des différentes équipes constituées à cet effet. Justement, certainement, cette liste, le gouverneur du district de Bamako qui a donc l'honneur d'informer les agents retenus dans le cadre des opérations de remise de la carte Nina qu'ils doivent impérativement suivre une séance de formation selon le calendrier suivant. Commune 1, lundi 3 juin 2013 à 9h au centre multifonctionnel de Doumanzana à l'ouest du lycée Philidabo Sissoko. Commune 2, dimanche 2 juin 2013 à 9h dans l'amphithéâtre de Lina. Commune 3, dimanche 2 juin 2013 à 9h au carrefour des jeunes de Bamako. Commune 4, lundi 3 juin 2013 à 9h à la maison du Hadj au centre islamique de Amdalaï. Commune 5, dimanche 2 juin 2013 à 9h dans la salle de délibération de la mairie de la commune 5 et puis commune 6, lundi 3 juin 2013 à 9h à la cité des enfants à Yamakoro. Dans le cadre de la révision des listes électorales des prochaines élections, le gouverneur du district de Bamako invite les responsables des partis politiques à bien vouloir communiquer au secrétariat du gouvernorat au plus tard le mardi 4 juin 2013 les noms de leurs représentants, un titulaire et un suppléant au sein des commissions administratives de révision des listes électorales. Et puis le Parti pour le développement économique et la solidarité PDS a réuni le 28 juin dernier son comité national directeur CDN. Le parti a vivement condamné les attaques lâches et barbares des terroristes perpétrées au Niger, s'est félicité du retour progressif de la sécurité dans les régions du Nord, du succès de la table ronde des partenaires techniques et financiers du Mali et a réitéré son appartenance au FDR. Le comité national directeur précise également que le PDS ne présente en son sein aucun candidat à l'élection présidentielle et qu'il signera dans les jours à venir une alliance de premier tour de l'élection présidentielle avec un candidat dont il estime le programme compatible avec son projet de société et dont le profil lui semble convenir le mieux aux contingences du Mali. En image, Sikasso met les bouchées doubles pour réussir les échéances électorales de 2013. Après les agents de distribution des cartes Nina, les présidents des commissions administratives renforcent leurs capacités à quelques jours du démarrage de l'opération d'établissement des listes électorales. Une session de formation à leur intention a débuté ce jeudi à Sikasso, compte rendu de Sekou Konaté. Les autorités administratives du cercle de Sikasso veulent des hommes et des femmes bien outillés pour faire face aux opérations d'établissement des listes électorales biométriques. Une étape importante dans l'organisation des scrutins de 2013. Nous visons à outiller les commissions administratives de l'établissement des listes électorales biométriques, leur donner les éléments nécessaires leur permettant d'établir ces listes électorales-là, d'en faire un document fiable et exploitable. Le module sur les conditions d'inscription et de radiation sera le seul à être développé au cours de cette session en raison des innovations que va connaître notre système électoral, de toute son importance pour les bénéficiaires. Je pense que ce système, c'est bon. C'est une manière de défricher le terrain. Alors quand le terrain est défriché, le mois de labourer, je crois qu'on a moins de problèmes. Et l'attente des autorités locales est forte face à cette étape. Mettre tous les électeurs qui sont dans les conditions du vote, leur donner la chance de participer au scrutin du 28 juillet prochain. C'est de dire à tout le monde de se mobiliser pour que cette élection soit une réussite. La lecture et la présentation du guide sur le mode opératoire de l'établissement des listes électorales biométriques, le rappel du fonctionnement de la commission administrative et la présentation des modèles de listes biométriques animeront cette session qui regroupe l'ensemble des présidents des commissions administratives du cercle de Sikasso. À présent, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ses partenaires célèbrent aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. C'est une initiative qui alerte le grand public sur les dangers pour la santé liés au tabagisme et défend les politiques visant à réduire efficacement la consommation du tabac. Cette année, la journée met l'accent sur l'interdiction de la publicité, la promotion et le parrainage des produits du tabac. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse s'est tenue ce matin au siège de l'OMS à Bamako. Aïssata Ibrahim Maïga.
Difficile pour lui d'y renoncer car la dépendance au tabac fait intervenir plusieurs phénomènes comportementaux, raison pour laquelle très peu de consommateurs de tabac parviennent à s'en passer. Le thème de la Journée mondiale sans tabac, célébrée chaque 31 mai, porte cette année sur l'interdiction de la publicité, la promotion et le parrainage des produits du tabac. Des études indiquent qu'un tiers environ des jeunes qui l'essayent le font car ils ont été exposés à la publicité ou à la promotion de ces produits. Les progrès vers l'interdiction complète de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac sont lents dans la région africaine. Seulement 5 pays ont instauré une interdiction globale couvrant toutes les formes de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. 22 autres pays ont seulement instauré l'interdiction de toute publicité en faveur du tabac à la télévision, à la radio et dans la presse écrite nationale. Cependant, ce niveau d'interdiction demeure insuffisant. Cette interdiction est peut-être l'un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation de tabac. Dans les pays qui ont déjà pris de telles mesures, celle-ci a baissé de 7% en moyenne. Au cours de cette conférence de presse, le représentant de l'OMS a remis le prix OMS sans tabac qui récompense 5 pays dont le Mali dans la lutte anti-tabac à une association malienne. Une autre célébration demain 1er juin, celle de la journée mondiale du lait. Le thème choisi cette année est le lait dans l'alimentation des enfants et des jeunes. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, assurant l'intérim de son collègue de l'élevage, a adressé un message à ses compatriotes. Ce message met l'accent sur la valorisation de la production laitière locale. Écoutons ses propos au micro de Batraoré. À l'instar de nombreux pays, le Mali célèbre demain, pour la 8e fois consécutive, la journée mondiale du lait. La présente journée commémorative a pour thème le lait dans l'alimentation des enfants et des jeunes. À cet égard, il n'est pas superflu de rappeler que le lait est l'aliment naturel le plus complet, donc très utile pour l'alimentation humaine. Le Mali est un grand pays d'élevage. L'activité pastorale y occupe au moins 80% de la population rurale et constitue la principale source de subsistance pour plus de 30% de la population. Malgré l'importance du cheptel et du potentiel de production laitière, 2 constats s'imposent. Le premier se rapporte aux importations de lait dans notre pays et des produits laitiers dont la valeur annuelle oscille entre 15 et 20 milliards de francs CFA. Le deuxième concerne la consommation moyenne de lait par habitant et par an qui reste encore très faible. C'est pour améliorer ce ratio que le ministère de l'Élevage et de la Pêche a élaboré une stratégie de collecte et de valorisation du lait cru local et mis en place le projet de développement et de valorisation du lait cru local ProDevaLait. Je vous invite à consommer avec moi le lait cru local. Ce serait une manière d'apporter votre contribution au développement de la filière. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés vient depuis hier au Centre national du patronat du Mali, sa 6e édition de la semaine de la microfinance. Elle a pour thème cette semaine la microfinance face aux défis de la professionnalisation. Agibou Koulibaly. 6e édition de la semaine de la microfinance, à l'instar des précédentes éditions, s'inscrit dans un cadre d'échange et de recherche de pistes de solutions aux principales préoccupations du secteur de la microfinance. Au Mali, le secteur de la microfinance regroupe 125 SFD agréés qui ont mobilisé plus de 59 milliards de dépôts contre 73 milliards de crédits octroyés. L'impact des institutions de microfinance se mesure également au nombre de personnes touchées, environ 1 million de bénéficiaires directs au Mali. En dépit de ces résultats fort encourageants enregistrés par les systèmes financiers décentralisés, des faiblesses sont relevées dans le secteur de la microfinance. Parmi lesquelles je citerai la situation de quasi-cessation de paiement de certains SFD, le manque de professionnalisme qui explique en grande partie les difficultés de gouvernance d'entreprise, la mauvaise gestion des crédits entraînant un accroissement des impayés,
l'inexistence de contrôle interne au sein de certaines institutions. Au cours de cette 6e édition de la microfinance, les professionnels banques et établissements financiers vont échanger sur différents thèmes, entre autres le rôle de la gouvernance dans la professionnalisation du secteur de la microfinance, le contrôle interne, import et appropriation par les systèmes financiers décentralisés. Cette 6e édition de la microfinance offrira l'opportunité d'un dialogue fécond entre les professionnels du secteur et le grand public afin de proposer des pistes de réflexion pour la prise en charge des maux qui entravent le développement des systèmes financiers décentralisés au Mali. Les responsables du service du développement social évaluent les résultats de la première phase du programme de communication pour le développement, un programme conçu pour l'atténuation des effets de la crise sur les personnes déplacées. La rencontre était présidée par le représentant du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, en présence du gouverneur de la 3e région, Ortem Sikasso, Daouda Diakité. Il s'agit pour les cadres du développement social et de l'économie solidaire et les représentants des organisations de la société civile des 8 régions et du district de Bamako de partager les leçons apprises dans la mise en œuvre du plan de réponse du programme de communication pour le développement C4-2, un programme de coopération Mali-UNICEF conçu pour apporter une réponse globale aux effets de la crise politico-sécuritaire et humanitaire survenue dans notre pays. C'est des activités d'information, de communication et de formation qui va jusqu'au ménage. À partir de la région, à partir du cercle, les agents sont partis jusqu'au niveau de ménage pour communiquer et échanger avec les populations dans le but d'un changement de comportement. Une démarche participative hautement appréciée par les autorités régionales. Les résultats fortement encourageants obtenus à travers ces interventions ont qualitativement contribué à atténuer les effets de la double crise humanitaire et sécuritaire sur les populations autochtones et celles déplacées des régions nord du pays. Le représentant du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, Ibrahima Sango, tout en saluant les résultats engagés par Sikasso dans la prise en charge des déplacés du Nord, n'a pas occulté les biens fondés du programme de communication pour le développement dans l'atténuation des souffrances des personnes déplacées. Les conclusions issues de cette rencontre multi-acteurs de Sikasso serviront de balises pour la seconde phase. Voilà, ces 2 autres communiqués avant de poursuivre en image. Le 27 et 28 mai dernier se sont tenus à Dakar, au Sénégal, dans la salle de délibération du ministère des Infrastructures et des Transports, des séances de travail sous la présidence de Abdoulaye Koumaré, ministre de l'Équipement et des Transports du Mali, et Thierno Alassane Sall, ministre des Infrastructures et des Transports du Sénégal. L'objet de la rencontre a porté sur le transport terrestre en général et en particulier sur les transports ferroviaires qui pourraient contribuer à l'essor des importations et des exportations des produits divers et réduire la fréquence de sollicitation de nos infrastructures routières. Dans le domaine des transports routiers où des difficultés récurrentes sont notées sur le corridor Dakar-Bamako, les États ont convenu de faire revivre les instances de dialogue conformément au protocole d'accord relatif au transport routier actuellement en vigueur et au fonctionnement des comités nationaux à la question du transport ferroviaire qui est une des solutions à la préservation du réseau routier. Et puis, plan national, le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux, la presse publique et privée ainsi que le public à prendre part à la session en cours de l'institution qui se tiendra le lundi 3 juin 2013 à 9h dans sa salle de délibération Alex Primature. Les chercheurs du projet Ecuresus, l'éthique pour un accès équitable aux ressources humaines motivées, bien soutenus en Afrique francophone, font le bilan de leurs activités dans les districts sanitaires de Koro, Bankas, Dioïla, Guéné et Kolokani. Le projet a pour objectif de faciliter l'accès aux soins de santé des populations des zones les plus reculées. Pour ce faire, l'utilisation de nouvelles techniques de l'information et de la communication ont joué un rôle prépondérant dans la consultation et le diagnostic des patients. Adama Kodjo. Les 3 ans de projet ont permis aux chercheurs de consulter environ 7500 patients dans les sanitaires de Koro et les femmes enceintes pour l'échographie. Les nouvelles technologies de l'information et de communication ont joué un rôle clé dans la prise en charge des patients. Nous avons utilisé l'échographie, notamment l'électrocardiographie et la téléphonie mobile pour diagnostiquer des pathologies. Ces résultats ont été envoyés souvent à des spécialistes en confirmation
Voir si ces patients nécessitent une évacuation ou une prise en charge. La réalisation du projet Equiresus a été aussi une occasion pour la santé de bénéficier de formations en médecine et en informatique dans les pays. 5 thèses en médecine ont été soutenues et un mémoire pour l'obtention d'un master en informatique médicale, pour ne citer que cela. On s'est rendu compte à la fin du projet qu'il y avait un gain économique. Les malades, ils payaient moins pour venir à Bamako pour faire une échographie. S'il fait son échographie à Bankas et qu'ensuite on se rend compte que la maladie qu'il a, c'est donc ça coûte moins cher. On a vu également que ça a diminué les évacuations. Il faut souligner l'augmentation du nombre de consultations dans les zones d'intervention du projet. 10% pour les districts sanitaires de Bankas, Koro et Kolokani, 35% à Dioïla et 8% à Djéné. Equiresus est exécuté grâce au financement de l'Agence canadienne pour le développement international. Le Conseil régional et son partenaire, l'Association internationale des régions francophones, viennent de procéder au lancement des activités du projet Bourse Désir d'entreprendre dans la région de Koulikoro. La cérémonie de lancement a permis aux forces vives de la région de comprendre le bien fondé de cette initiative qui consiste à mettre à la disposition des jeunes porteurs de projets des ressources leur permettant de concrétiser leurs initiatives. Reportage de Fousseni Tounkara. Cette première phase du projet Bourse Désir d'entreprendre, qui doit démarrer avec 50 millions de francs CFA, concerne 3 cercles de la deuxième région, Dioïla, Kati et Koulikoro. Les activités éligibles sont le commerce, l'artisanat, l'élevage et l'agriculture. Pour bénéficier de ce projet, il faut remplir certaines conditions. Il faut quand même que les jeunes soient ressortissants des cercles qu'on a cités, surtout de la région de Koulikoro, qu'ils soient affiliés aussi à la société de microfinance qu'on a pour le moment, qui est l'Aïdouari, et qu'il apporte 10% du montant qu'il demande. Nous, on va compléter pour faire la garantie, le fonds de garantie pour les jeunes. Donc ça, c'est les conditions quand même qu'il faut que les jeunes réunissent, sinon ils ne pourront pas avoir accès au projet. Il y a des projets individuels et des projets collectifs. Pour le coût, maximum, il est entre 450 000 et 700 000. Le Conseil régional de Koulikoro, avec son partenaire, l'Association internationale des régions francophones, souhaite à travers ce projet soutenir de manière significative le développement de l'initiative économique dans la région de Koulikoro. Cela en appuyant les porteurs d'initiatives privées ainsi que les actions collectives avec le recours à la microfinance. C'est une des réponses à la lutte contre la pauvreté, mais aussi et surtout l'employabilité des jeunes et des femmes. Parce que vous savez aujourd'hui que les jeunes et les femmes constituent le moins nanti. Parmi les témoins à cette cérémonie de lancement, on peut noter la présence des représentants du directeur national de l'administration territoriale et du gouverneur de la région de Koulikoro. Les administrateurs de l'Académie malienne des langues Amalan ont tenu hier la toute première session de leur conseil. À l'ordre du jour des travaux figuraient l'examen et l'adoption des projets de programmes d'activité, d'organigramme et du budget 2013. Nandou Dambélé. Né sur les cendres de l'Institut des langues Abdoulaye Bari Ilab en septembre 2012, l'Académie malienne des langues Amalan est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sa mission principale est de concourir à la promotion et au développement de l'ensemble des langues nationales du Mali. Un objectif poursuivi par la présente session. Cette première session, je la place vraiment sous le signe de la promotion de nos langues, pour que les populations prennent conscience de l'importance de ces langues-là et vraiment faire en sorte qu'elles puissent être des langues de travail au même titre que le français. L'examen et l'adoption du projet de programme d'activité, d'organigramme de la structure et le projet de budget 2013 sont les deux tâches assignées aux administrateurs. Occasion pour le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, président du conseil d'administration, de rappeler toute l'importance de cette académie. La création de notre académie procède du souci du gouvernement de disposer d'une structure capable de promouvoir notre politique linguistique et de prendre subséquemment en charge de réelles préoccupations, entre autres, le respect des normes de transcription des langues nationales, l'harmonisation des règles de transcription des langues transfrontalières, la validation
des créations terminologiques et de traductions. Le projet de budget 2013 est arrêté et équilibré en recettes et dépenses à 266 870 259 francs CFA. Littérature à présent, lancement hier du livre intitulé « Le Mali entre doute et espoir, réflexion sur la nation à l'épreuve de la crise du Nord ». L'ouvrage est le fruit d'une initiative portée par les éditions Tombouctou face au contexte de crise identitaire, sécuritaire et institutionnelle que traverse notre pays depuis un an. Cet ouvrage de 304 pages est l'œuvre de 11 auteurs universitaires, chercheurs, journalistes et écrivains. Compte rendu de notre reporter culturel, Modibo Soare. 11 écrivains, un livre intitulé Le Mali entre doute et espoir. Cet ouvrage est édité pour engager une réflexion globale sur le Mali en tant que nation et État. Ce livre contribue au débat et à la compréhension des enjeux politiques, socio-économiques, culturels, sécuritaires et géostratégiques qui recouvrent les conflits au nord du pays. L'ouvrage est le résultat d'une démarche, d'abord citoyenne, des éditions Tombouctou et bien sûr des auteurs qui ont accepté de contribuer à ce travail collectif. Dans cet ouvrage, le Mali est revisité à travers son histoire, ses sociétés, culture et diversité, son territoire, ses mutations, crises et conflits, ses choix et ambitions en matière de gouvernance. En somme, ses perspectives de refondation et de renouvellement. Le renouveau du Mali, c'est une refondation politique. C'est aussi la refondation de l'État malien, de l'État, c'est-à-dire l'administration malienne. Refonder ses relations avec les citoyens, avec les usagers de l'administration. Cette cérémonie de lancement a été surtout marquée par une conférence inaugurale animée par des journalistes et des auteurs sur le thème « Gouvernance et décentralisation au Mali ». Quelle perspective après la crise? Des échanges qui ont édifié davantage l'assistance sur l'ouvrage. À partir de 2003-2004, on peut considérer que tout ce septentrion malien est dans une zone de non-droit où règne l'impunité et au sein de laquelle la souveraineté et l'autorité de l'État s'exercent de moins en moins. Il y a des bases de la démocratie. Il y a une liberté de parole qui existe dans ce pays. Il y a une décentralisation qui est amorcée. Il y a des hommes de valeur dans ce pays. Il est possible de s'appuyer sur tous ces acquis pour repartir comme on essaye de le faire aujourd'hui. Œuvre gigantesque, ce livre de réflexion sur le Mali est un véritable regard croisé d'universitaires, des chercheurs, d'écrivains, des journalistes et bien d'autres dans un dialogue intergénérationnel et pluridisciplinaire. Regard croisé sur un pays meurtri. Cet ouvrage dégage les perspectives qui s'offrent à notre nation à travers l'approfondissement de la réforme de décentralisation. Projet phare du Mali démocratique, la décentralisation de nos jours a engrangé d'importants... Excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de cet élément. Un mot de sport pour boucler cette édition du rugby. La Coupe d'Afrique des Nations de rugby de 2e division démarrera dimanche à Niamey au Niger, le 15 du Mali. Le tenteur du trophée de la dernière édition entend aller défendre son titre. Pour cela, les aigles rugbymen se sont bien préparés avant leur départ pour Niamey. Notre équipe de reportage dirigée par Abdul Karim Kaba a assisté à une séance d'entraînement. C'est dans cet esprit de vainqueur que les rugbymen maliens comptent défendre leur titre acquis ici à Bamako en juillet 2011. Coupe d'Afrique des Nations de rugby de 2e division. Pour cela, ils sont requinqués à bloc avec engagement et détermination, grâce à un financement du Bureau fédéral. On n'a pas pu bénéficier de l'appui des expatriés, on n'a pas pu bénéficier de l'appui des entraîneurs expatriés, mais les locaux ont été vraiment mis à l'épreuve avec tout ce qui a été mis sur le plan mental, et les gens savent qu'ils ont l'obligation de résultats, non seulement pour le pays qui en a besoin,
et aussi pour quand même rendre hommage à leur président qui s'est dévoué corps et âme pour qu'on puisse faire cette compétition. La préparation a commencé depuis 3 mois. Le 15 du Mali a même effectué un voyage au Burkina Faso pour 2 matchs amicaux. Ce tournoi de Niamey sera beaucoup plus relevé et tous les participants attendent le Mali, détenteur de la dernière édition. La Coupe d'Afrique des Nations de rugby de 2e division, c'est à Niamey au Niger du 1er au 12 juin prochain. Le Niger, pays organisateur, le Bénin, le Ghana, le Togo, le Burkina Faso et le Mali y prennent part. Les Aigles joueront leur premier match lundi 3 juin contre le Burkina Faso. Voilà, ce sera donc la fête de la balle ovale à Niamey dimanche prochain. Bonne chance donc à nos Aigles rugbymen. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai le